Voici la situation. On a une série avec 33 valeurs. On suppose que ces valeurs, ce sont des notes supposées entières de 0 à 16. Donc un professeur a corrigé 33 copies dans sa classe. Donc on a x1 égale 0, c'est la plus faible note. x17 égale 16, c'est la plus forte. Et avec des effectifs n1, n2, etc. jusqu'à n17. La somme des effectifs vaut 33. Et alors, il y a certains effectifs qui sont peut-être nuls, peut-être que personne n'a eu la note 5, mais en tout cas, pour voir certaines choses, on suppose que N1 ne vaut pas 0, donc au moins un élève a eu 0, et N17 ne vaut pas 0, au moins un élève a eu 16. Alors, le professeur, à l'issue de sa correction, obtient cette moyenne, parfois notée X bar comme ceci ou comme cela, et peut-être qu'il trouve que son interrogation était trop difficile, ou il a peur que les élèves fassent une pétition. Du coup, mais cependant, il ne veut pas recorriger toutes ses copies après avoir refait son barème. Alors, il voudrait modifier les notes pour obtenir une nouvelle série avec une moyenne de 10. Comment faire? Et on voudrait même une deuxième solution, avec une nouvelle série qu'on appellera cette fois-ci Z, qui donnerait une moyenne de 10. Voici les deux premières questions. Alors, ne pas chercher des choses compliquées. Ensuite, on demandera de montrer les anciennes et les nouvelles notes dans un tableau. Puis, on demandera si les deux façons sont équivalentes pour certains élèves. Normalement, vous devez ici arrêter la vidéo pour réfléchir et répondre aux questions. On précise que ceux qui n'aiment pas ces notations XI et NI, les valeurs et les effectifs, peuvent très bien faire certaines questions. La façon la plus simple ici est probablement celle-ci. On ajoute 2 points à tout le monde. Et la deuxième façon, un peu moins simple, on multiplie toutes les notes par 1,25, ce qui équivaut à dire, comme le disait un élève, que l'élève qui a 16, hein, on a vu qu'ici, il y avait forcément, on avait dit qu'il y avait un élève qui avait 16, on le passe, N17 ne vaut pas 0, on le passe à 20. Alors, exercice, montrer qu'effectivement ça fonctionne. Hein. C'est-à-dire qu'on a bien Y bar et Z bar qui valent 10. Et plus généralement, cet exercice-ci, hein, si on ajoute un nombre petit b fixé à toutes les valeurs d'une série statistique, alors la moyenne a augmenté de petit b. Et si on multiplie chaque nombre par petit a, alors la moyenne a été multipliée par petit a. Ensuite, on regardera ici un tableau qui nous permettra de répondre à la question: est-ce que ces façons sont équivalentes pour certains élèves? Bien sûr, on a ceci, facultatif, parce que cet exercice-là n'est quand même pas très distrayant. Alors ici, on écrit toutes les notes dans ce tableau, et puis on peut, voilà, comme ça on aura toutes les notes, et on pourra recopier ici à droite. Alors ici, on doit rajouter 2 points à tout le monde, donc on écrit ici égal B1 plus 2. Et il nous suffira de recopier cette formule, et ici on écrit égal B1 fois 1,25. Puis on peut recopier ceci vers la droite, et on obtient ainsi toutes les notes. Ici, on a toutes les notes, et on peut commencer à regarder est-ce qu'il y a des notes qui sont semblables dans les lignes 2 et 3, et on voit qu'effectivement, ici, on a les mêmes notes. S'il y avait des élèves qui avaient 8, ils se retrouvent avec 10 dans les deux façons. Alors, les gens qui ont fait un tableau complet peuvent dire que si toutes les notes sont entières, c'est la seule façon d'obtenir Y égale Z. Et si on regarde un petit dessin comme ceci, on voit qu'effectivement, alors la série 1, les X, et puis Y et Z, il y a une seule coupure. C'est lorsqu'on a au départ une note de 8. Exercice pour les élèves qui se sont contentés de dire, je vois que avec les deux manières, les élèves qui avaient 8 au départ, grand X, se retrouvent avec 10 pour Y ou Z. Cet exercice. Alors f et g, deux fonctions strictement croissantes. Alors j'en dessine une par exemple.
ici, voilà, qui passe bien sûr par le point 8, 10. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres solutions pour l'équation f de x égale g de x? Et deuxième exercice, et que se passe-t-il si une des fonctions est décroissante? Alors pour le premier, un dessin nous suffira. Pour le deuxième, on demanderait une preuve. Il est sous-entendu ici que tous les tracés de fonctions se font d'un seul trait, hein, il n'y a pas de saut. Et bien sûr, ici, il faut arrêter la vidéo pour réfléchir aux questions. Peut-il y avoir d'autres solutions pour l'équation f de x égale g de x? La réponse est oui. En général, ici, on voit 1, 2, 3, 4 autres solutions. Alors, pour le deuxième, si une des fonctions est décroissante, eh bien, une courbe qui descend et une courbe qui monte, elles ne vont se couper qu'une fois. Alors, une preuve de ceci est donnée ici. Alors, elle est intéressante, hein, c'est juste la définition de ce qu'est une fonction croissante qu'on écrit ici. Bon, je passe, ce n'est pas le sujet. Un détail est que nos deux courbes ici sont au-dessus de la droite d'équation y égale x. Alors, je la trace ici. Bon, à part sur un petit voisinage ici. Ce qui veut dire que elles représentent bien des augmentations. Hein, c'est-à-dire que pour tout x, on a bien f de x et g de x qui sont plus grands que x. Alors maintenant, on va dire ce qui était espéré, hein, pour montrer que la seule solution, c'était xi égale 8. C'était ceci, on cherche des xi tels que zi égale yi, c'est-à-dire 1,25 xi égale xi plus 2. On enlève xi à gauche et à droite, on obtient 0,25 xi égale 2, et en multipliant par 4, on est arrivé à l'équivalence xi égale 8. Et là, on a bien démontré que c'est la seule possibilité. Ici, on vient de donner une réponse plus satisfaisante à cette question, plus satisfaisante que je vois que x égale 8 est solution et je ne vais pas chercher plus loin. Alors, une petite parenthèse ici. Je n'ai pas cherché loin un contre-exemple. J'ai pris une fonction avec un sinus ici. Mais bon, ce n'est pas vraiment important. Alors, on voit qu'une des fonctions que j'ai prises, c'est en fait la fonction qui correspond à z. On multiplie la note par 1,25. Alors, une autre idée, au lieu de faire cette équation, c'était de le faire graphiquement. C'est-à-dire, je représente l'autre fonction, c'est-à-dire à x, j'associe x plus 2, elle est ici. Et on voit bien qu'il y a un seul point de coupure. C'est ces deux fonctions affines, ici. La petite f, elle est linéaire. Leur représentation graphique n'ont qu'un point commun. C'est le point 8, 10, ici. Alors, on a noté ici un peu abusivement les deux façons de manipuler les notes. Soit on ajoute 2 à tout le monde. On va écrire y égale x plus 2. Soit on multiplie tout le monde, toutes les notes, par 1,25. Et la question ici est la suivante, question 4. Des deux façons, laquelle est la plus équitable? Alors, pour répondre à cette question, on peut regarder ce petit dessin ou peut-être la feuille de tableur ici. En observant les chiffres, on voit qu'il y a une séparation pour la note 8. Je trace ici la droite d'équation x égale 8. Voilà, et pour les gens qui ont moins de 8, la façon qui rapporte le plus de points est celle-ci. Pour les autres, c'est celle-ci. La courbe bleue est au-dessus ici, et ici c'est la courbe rouge. Beaucoup d'élèves ont tendance à confondre la plus équitable et celle qui avantage le plus les élèves. Notez que si on faisait cette méthode pour ceux qui ont moins de 8 et celle-ci pour ceux qui ont plus de 8, on arriverait à une moyenne de plus de 10. Alors moi je ne donne pas de correction pour cette question, qui n'est pas une question de mathématiques. Est-ce qu'il faut aider les riches ou les pauvres, c'est-à-dire celui qui a 0, ici il passe à 2, c'est bien, mais avec cette façon, il reste à 0. Cependant que celui qui a 16, qui est méritant, il passe à 20 ici, avec cette méthode. Finalement, une bonne réponse doit commencer par se demander ce que signifie équitable. Alors, un bon argument pour celle-ci, c'est quand même qu'on a de la proportionnalité. La nouvelle note est proportionnelle à l'ancienne.
On a répondu à ces questions en ne donnant pas de corrigé type pour la question 4. Dernière question, pas la plus facile. Que dire des séries X, Y et Z en termes de position et de dispersion? On arrête la vidéo. Pour cette question, on regarde un exemple d'histogramme. Alors c'est facile, on met des notes ici de 0 à 16, des effectifs ici, avec un clic droit on crée des listes. Puis ici, on demande barre, liste 1, liste 2, c'est-à-dire valeur et effectif. Ça donne ce genre de dessin. Attention, évidemment, ce n'est qu'un exemple. Ici, on a tracé l'histogramme de Y, qu'on appelle abusivement grand X plus 2. On voudrait montrer que c'est vraiment le même histogramme, mais décalé. Alors, on n'y voit pas très bien parce que les histogrammes se chevauchent. Alors, une idée, c'est peut-être de prendre ici un curseur, de dire que Y, c'est grand X plus D, et de prendre une plus grande valeur de D. Voilà. Ici, on voit bien que les deux séries, on a envie de dire, sont identiques. En fait, elles sont semblables, mais vraiment, il y a ce décalage, bien sûr. Alors, la vraie valeur, c'est celle où on ne voit pas grand-chose, c'est ceci. Et on peut aussi représenter la troisième série, mais ici on ne voit plus très bien. Quand même, on voit que cette série en vert est plus étendue que les autres. On répond maintenant à cette question avec ces notations abusives mais pratiques pour distinguer Y et Z. On rappelle la liste des paramètres statistiques de position et celle de dispersion. L'écart, en fait, ça signifie bien sûr écart interquartile. Alors, une notation peut-être pratique pour une série statistique T, param T, c'est le paramètre statistique de la série T. Alors, on a une question ici. Y et X, on a vu qu'elles sont seulement décalées. Est-ce qu'on peut décaler de 2? Est-ce qu'on peut affirmer ceci? Alors, la réponse, en fait, non. Ce n'est vrai que pour les paramètres de position. Ceci, c'est faux, parce que pour les paramètres de dispersion, si on regarde l'étendue ou l'écart, on obtient les mêmes valeurs. Donc on a envie de dire que Y et X ont la même dispersion, mais sûrement pas la même position, puisqu'il y a un décalage de 2. Bien sûr, quand on donne une affirmation comme celle-ci, il faut le vérifier pour chacun des paramètres, soigneusement. Alors, on donne une autre affirmation, enfin on pose une question. Maintenant, on compare X et Z. Est-ce qu'on a cette égalité? Alors, il faut vérifier soigneusement pour chacun de tous ces paramètres. Et oui, la réponse, c'est finalement que, en effet, on a cette égalité, on multiplie tous les paramètres de X par 1,25 et on obtient à chaque fois ceux de Z qui correspondent. Et on a notamment que X et Z n'ont pas du tout la même position. Alors, si on compare maintenant Y et Z, on peut remarquer ceci. Si on prend un paramètre de position qui vaut 8 pour X, alors il aura la même valeur pour Y et Z. C'est le cas de la moyenne. C'est parce qu'on a résolu tout à l'heure l'équation X plus 2 égale 1,25X. Et avec cette égalité et celle-ci, on peut affirmer ça. Alors par exemple, c'est peut-être vrai pour la médiane, peut-être pour le premier quartile, si les notes sont très à droite de 8 ou le troisième, enfin bon. Et finalement, on donnera cette conclusion pour parler de Y et Z. On a envie de dire qu'ils ont des positions proches entre guillemets, c'est bien apprécié. Mais en tout cas, elles n'ont pas du tout la même dispersion. Ça, c'est clair que Z, ici en vert, est beaucoup plus dispersé que les autres.